Brave Lévi Ayami était un citoyen gabonais ordinaire, vivant paisiblement avec notre famille au PK8. En quelques minutes, il est devenu une victime de torture d'État. Pas dans un pays de guerre, pas sous une dictature lointaine, mais ici, au Gabon, en 2025. Ce matin-là, plusieurs véhicules de la Direction générale des services spéciaux ont fait irruption dans notre quartier. 6 agents étaient-ils lourdement armés. Ils ont défoncé la tranquillité de notre foyer. Parmi ces 6 hommes, nous avons pu formellement identifier 2 d'entre eux. L'agent Stewart Tony Rudette Thiessil et un autre connu sous le sobriquet Adebayor. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Vidéo d'Afrique. Ici tu retrouves toute l'actu, les buzz et plein d'histoires qui font vibrer notre beau continent. Alors abonne-toi dès maintenant, lâche ton like, partage la vidéo et surtout dis-nous en commentaire ce que tu en penses. Sans mandat d'arrêt, sans commission rogatoire, ils l'ont arraché à notre famille comme on enlève un terroriste international. Le spectacle qu'ils ont orchestré devant nos voisins était calculé. Faire de lui un criminel aux yeux de tous avant même de connaître les faits. Ils ont saisi ses clés de véhicule, ont démarré sa propre voiture pour l'emmener vers ce qui allait devenir son enfer. Dès qu'ils ont quitté notre domicile, les coups ont commencé dans le véhicule. Entouré de plusieurs agents, mon frère a reçu des gifles d'une violence inouïe au visage. Ses lèvres ont éclaté. Sa dent s'est cassée. Ses oreilles bourdonnaient. Sa vision s'est troublée. Puis sont venus des coups de poing dans le ventre, dans les côtés. À chaque coup, il criait « Parle ! Où est l'argent ? Où est Jessica ?» Ils ne comprenaient rien à leurs questions. « Jessica ?» Oui, ils la connaissaient. C'est une connaissance. Ils échangent parfois sur WhatsApp de simples salutations. Il a tenté de leur expliquer. « Monsieur, je ne comprends pas. Jessica et moi ne sommes même pas en contact physique. Elle vit dans une autre ville. Regardez mon téléphone, vous verrez nos conversations. » Mais plus il parlait, plus les coups pleuvaient. Plus il tentait de les raisonner, plus leur violence s'intensifiait. Mon frère était accusé d'être complice d'un vol de 150 millions de francs commis par Jessica au préjudice d'un gouverneur. 150 millions de francs, une somme qu'il n'a jamais vue de sa vie, pour un crime dont il entendait parler pour la première fois. Voici la réalité de ces liens avec Jessica que nous présentons comme preuve de l'absurdité de cette accusation. Dans leurs échanges WhatsApp, le dernier message qu'il lui avait envoyé était « Bonjour madame », l'après-midi précédant son arrestation. « Coucou » à 1h du matin était la réponse de Jessica. La fréquence de leur contact, c'est quelques messages par mois. Dans le contenu de leur conversation, il n'y avait aucune mention d'argent. Jamais dans aucun message. Mon frère a supplié ses tortionnaires en disant « Fouillez mon téléphone. Vous ne trouverez aucune conversation parlant d'argent, aucun plan de vol, aucune complicité. » Mais ils avaient déjà décidé de sa culpabilité. Arrivé dans les locaux de la DGSS, au sein même du palais présidentiel, l'enfer a pris une nouvelle dimension. Ce que mon frère a vécu là dépasse l'entendement humain et constitue une violation grave de tous les traités internationaux ratifiés par le Gabon. Ce document médical, établi par le médecin indépendant, atteste des blessures que mon frère a subies. Ici, nous avons l'attestation du dentiste qui prouve qu'il a perdu sa dent de façon brutale. Dans l'attestation, le médecin stipule qu'il a reçu
multiples hématomes au dos et aux fesses causés par des coups de matraque, des traces de strangulation au cou, des écorchures sur tout le corps, un traumatisme au niveau de l'épaule. Ces images que je vous montre, malgré la douleur qu'elles nous causent, révèlent l'ampleur de la barbarie. Regardez ces marques de matraque sur son dos. Voyez ces traces de strangulation sur son cou. Regardez. Regardez. Dans les locaux de la DGSS, ils ont fait subir à mon frère ce qui ne peut être qualifié que de torture systématique. Ils lui ont fait un croc en jambe alors qu'il était menotté. Il est tombé violemment sur l'épaule, au sol, incapable d'amortir sa chute. Utilisant des matraques métalliques, ils ont frappé méthodiquement son dos et ses fesses. Les coups pleuvaient sans arrêt. Chaque impact résonnait dans tout son corps. Il a pensé qu'il allait lui briser la colonne vertébrale. Un agent que nous n'avons malheureusement pas pu identifier formellement l'a pris par le cou et l'a étranglé avec une violence inouïe. Il a vu sa mort approcher. Dans sa tête, il s'est dit, « Seigneur Jésus, voilà comment je vais mourir pour une histoire que je ne connais pas. » La strangulation a duré une éternité au point qu'il a failli perdre connaissance plusieurs fois. C'est seulement quand un collègue a dit « Joe, c'est bon, écoutons d'abord le frangin » qu'il a lâché prise. Mon frère était à quelques secondes de la mort. Pendant qu'il torturait mon frère, un événement extraordinaire s'est produit qui a révélé toute la vérité, la véritable nature criminelle de cette affaire. Il y avait bel et bien eu une tentative de vol organisée, mais mon frère en était totalement innocent. Ce que nous avons découvert par la suite dépasse l'entendement et révèle un complot criminel dans lequel mon frère a été injustement mêlé. Il y avait eu effectivement une tentative de vol planifiée contre le gouverneur. Mais les vrais complices étaient Jessica Alogo, Grace Nsam et le nommé Adebayor. À 1h du matin, Jessica appelle Grace pour venir exécuter le plan de vol là où elle se trouvait avec le gouverneur. Grace appelle immédiatement Adebayor qui dormait à ce moment-là. Ne parvenant pas à le joindre, Grace informe Jessica qu'Adebayor n'est pas disponible et qu'il faut abandonner le plan. À 4h du matin, quand Adebayor se réveille et voit les appels manqués de Grace, il la rappelle pour l'exécution du plan. Grace rappelle alors Jessica pour relancer l'opération, mais le téléphone de cette dernière n'est plus disponible. Face à l'impossibilité de joindre Jessica, Grace dit à Adebayor qu'il est possible qu'elle ait finalement commis le vol seule. Mais Adebayor, connaissant l'ampleur de l'opération, retorque que ce n'est pas possible qu'elle ait pu faire le coup seule. Elle devait avoir été aidée par une tierce personne. C'est à ce moment qu'Adebayor demande à Grace si Jessica connaît quelqu'un à Libreville qui a une voiture et qui serait susceptible de l'aider dans un tel coup. C'est là que Grace donne le nom de mon frère Lévi Ayami Vo à Adebayor, qui va dès lors lancer une véritable chasse à l'homme. Mesdames et messieurs, imaginez l'horreur de cette situation. Adebayor, l'un des vrais complices du complot criminel, torture sauvagement mon frère innocent pour cacher sa propre participation au crime. Cette révélation change tout dans cette affaire. Il ne s'agit plus d'une simple erreur judiciaire ou d'un excès de zèle, mais d'une manipulation criminelle où Adebayor était complice d'un plan de vol dès le départ. Il utilise sa position d'agent de la DGSS pour organiser la torture de mon frère. Il a torturé un innocent pour détourner l'attention de sa propre culpabilité. Il a transformé l'appareil d'État en instrument de son crime personnel.
Mon frère a donc été torturé par l'un des vrais coupables du crime pour lequel on l'accusait. Il a failli mourir sous les coups de celui qui était effectivement impliqué dans la tentative de vol. Mon frère n'a eu la vie sauve que grâce à un coup de fil passé par le petit-fils du gouverneur à ce dernier à la demande des agents de la DGSS. Mon frère raconte ainsi cet épisode. Les agents de la DGSS au petit-fils du gouverneur ont demandé au petit-fils du gouverneur d'appeler son grand-père. Quand le téléphone a sonné, nous avons tous entendu la voix de Jessica en arrière-plan. Le gouverneur a répondu. « Tu me cherches pourquoi ? Je suis à Libreville. Il y a quel problème? D'ailleurs, je suis occupé. » Et il a raccroché. La confirmation finale a été faite quand, grâce à appeler Jessica, celle-ci a répondu. « Je suis en train d'aller en Nzengayon. » Tout le monde a compris qu'elle était avec le gouverneur. Le gouverneur lui-même est venu confirmer que Jessica était effectivement sa compagne. Elle ne l'avait jamais droguée. Il avait simplement pris un verre ensemble. L'argent du sac était parfaitement intact. 50 millions et non 150 millions comme affirmé. Pas un franc ne manquait. Face à cette évidence et à l'effondrement total de leur machination, les agents de la DGSS ont dû admettre leur erreur. Mais regardez la légèreté avec laquelle ils ont traité cette erreur. Nous nous excusons. Tu peux partir. C'était un malentendu. Un malentendu? Après avoir torturé mon frère pendant des heures, après avoir failli le tuer, après que l'un d'entre eux, Adebayor, ait utilisé l'appareil d'État pour couvrir sa propre tentative de crime. Cette affaire révèle un scandale d'une ampleur inouïe. Adebayor était complice d'une tentative de vol contre un gouverneur. Il a utilisé sa position officielle pour monter une opération de torture. Il a mobilisé l'appareil d'État pour ses crimes personnels. Il a torturé un innocent pour détourner l'attention de sa culpabilité. Il a failli commettre un meurtre pour couvrir ses traces. Il a instrumentalisé 5 autres agents dans sa machination criminelle. Nous exigeons que la lumière soit faite sur tous ces crimes et que les responsabilités soient établies à tous les niveaux.